Ce débat entre républicanisme et libéralisme, il est sous-jacent à beaucoup de nos débats de société. Et si je peux donner un exemple qui montre comment il peut rester des perceptions fondamentalement différentes, même au sein de notre démocratie libérale, entre les deux traditions, pensons à la question du motif pour lequel on vote. Vous avez peut-être été amené à voter pour la première fois l'an dernier, que ce soit au communal ou au triple scrutin régional, fédéral et européen de l'an dernier. Mais posez-vous la question de savoir quel est l'argument, quelle est la raison qui vous a fait décider de voter pour tel ou tel candidat, pour tel ou tel parti. Est-ce que ce qui a présidé votre choix, en définitive, c'est, je dirais les choses de manière un peu caricaturelle, est-ce que vous avez cherché le parti qui exprimait la vision de la société, la conception du bien commun qui vous paraissait la plus fondée, la plus légitime, la plus conforme à votre propre vision du bien commun? Ou est-ce que vous avez cherché un parti, un candidat qui était le plus à même de défendre vos intérêts, dont les propositions vous semblaient les plus conformes à ce qui était votre intérêt à vous personnellement? Et au-delà de vous-même, qu'est-ce que vous pensez que font les autres électeurs? Quel est le choix en moyenne le plus déterminant? Est-ce que c'est la recherche de son intérêt personnel ou est-ce que c'est la recherche du bien commun? Alors, c'est probablement un mixte des deux, je vous l'ai dit, je présente les choses de manière relativement caricaturale. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans le cadre libéral, on peut, d'un point de vue moral, on peut trouver que ce n'est pas bien de chercher simplement à maximiser son intérêt personnel, mais ça peut être un jugement moral vis-à-vis de l'électeur, vis-à-vis des autres citoyens, mais dans la conception politique du libéralisme, rien ne dit, rien ne force, rien n'incite les électeurs à se préoccuper davantage du bien commun que de leur intérêt personnel. Au contraire, ils sont tout à fait légitimés à poursuivre leur propre satisfaction sensible, ils sont tout à fait légitimés à chercher quel va être le représentant politique qui va le mieux exprimer, le mieux défendre leur intérêt particulier. En fait, le libéralisme implique du coup une conception du champ politique comme étant un choc des intérêts particuliers, où le moment de l'élection va être le moment où on pèse les intérêts des uns et des autres, et où on cherche à trouver dès lors peut-être un compromis entre ces intérêts, mais qui peut aussi, ce sera d'ailleurs la critique républicaine, conduire plutôt à une forme de tyrannie de la majorité. Donc, puisque l'on finit par se compter, c'est les intérêts de la majorité qui viennent peser et potentiellement s'imposer à la minorité. Du coup, certains auteurs libéraux vont se dire qu'il faut défendre les minorités, etc. Il peut y avoir justement, dans cette stratégie d'enrichissement du libéralisme, dans cette stratégie d'enrichissement des droits fondamentaux, les libéraux vont toujours essayer de répondre aux objections, aux critiques qui leur sont faites, et ce qui conduira certains auteurs à défendre des spécificités particulières, notamment liées aux droits des minorités. Ce sera notamment le cas sur les questions culturelles. On y reviendra donc dans le chapitre 4 consacré au multiculturalisme et à la critique communautarienne. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment le point pour lequel les républicains, ou la conception davantage républicaine du politique, va se heurter au libéralisme, en disant non, ce qui est attendu des citoyens, ce n'est pas simplement qu'ils cherchent leur satisfaction privée, ce n'est pas simplement qu'ils cherchent à désigner des représentants politiques qui seront leurs meilleurs représentants à eux. Ils doivent au contraire, on attend de l'élection au contraire qu'il soit un moment de délibération, pas un moment de choc des intérêts, un moment de délibération, d'exercice public, d'exercice collectif de la raison, où chacun s'efforce de transcender son intérêt particulier pour prendre position sur le bien commun. Et donc, la responsabilité propre à celui qui agit au nom de la liberté comme autonomie, plutôt que de la liberté comme indépendance, mais donc cette responsabilité propre devrait nous inciter plutôt à voter pour quelqu'un qui est porteur d'une conception du bien commun qui nous semble la plus légitime, même si ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus conforme à notre intérêt, à nous personnellement. D'autant
D'autant que même si l'on s'efforce de voter sur base d'une conception du bien commun, notre jugement sera toujours quelque part biaisé. Il sera biaisé parce qu'on va survaloriser les intérêts que l'on connaît, les siens ou ceux de nos proches. On va donner plus d'importance aux problèmes qui nous touchent, aux problèmes dont on a connaissance, qu'à des problèmes l'on ne perçoit pas bien ou auxquels on n'est pas forcément sensibilisé. Donc voilà, vous avez à travers cette question du motif pour lequel on vote une bonne illustration d'une approche libérale et ou républicaine. Et bon, les deux tendances existent certainement dans notre société, mais plus une société légitimera le vote sur base des intérêts personnels, plus peut-on dire cette société sera d'inspiration libérale, plus au contraire il y aura une culture politique qui nous incitera à privilégier le bien commun, plus pourrait-on dire il y a une aspiration républicaine dans cette communauté politique-là. Et en fait, les deux se mélangent. Mais mon sentiment est néanmoins que le cadre libéral reste aujourd'hui prédominant, même s'il est certainement contesté. Alors, on peut donner d'autres illustrations, et en pensant par exemple à la question des partenaires sociaux. Ce qu'on appelle les partenaires sociaux dans nos sociétés, ce sont les représentants des travailleurs, les syndicats d'un côté, les représentants des employeurs, des entreprises, des patrons de l'autre côté. Et notre système politique accorde une grande importance à ces partenaires sociaux pour la gestion de toutes les questions socio-économiques. Souvent, le gouvernement soit écoute ce sur quoi les partenaires sociaux auraient pu se mettre d'accord et s'alignent sur cet accord, soit discute en tripartite avec ces partenaires sociaux pour définir la politique. Le gouvernement n'agit pas seul, il agit en discussion avec les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs. Alors comment est-ce qu'on appelle cela? Est-ce que l'on doit parler de négociation interprofessionnelle, de négociation entre les employeurs et les travailleurs, dont les intérêts seraient compris comme étant fondamentalement contradictoires, et donc on les invite à négocier pour trouver un compromis, un accord entre eux, mais en ayant conscience que ce sont des intérêts qui se heurtent, des intérêts qui s'affrontent. Ou, par contre, on vit cela comme étant plutôt de la concertation sociale. Concertation sociale, c'est-à-dire moment où travailleurs d'un côté, employeurs de l'autre, viennent avec leur point de vue, viennent avec leur point d'attention, mais s'efforcent chacun de comprendre la réalité de l'autre, les conditions dans lesquelles les uns travaillent, les contraintes auxquelles les autres sont confrontés, pour essayer de définir une forme d'intérêt commun, une forme d'intérêt général, de trouver quelle est la manière de réconcilier les intérêts des uns et des autres. On retrouve donc là, et même jusque dans ces mots, négociation versus concertation, on retrouve les deux approches. L'approche d'intérêts fondamentalement contradictoires qu'il faut peser, sous-peser pour chercher un équilibre entre eux, d'un côté, et l'approche de la concertation où on cherche à transcender sa perspective particulière pour rechercher un bien commun. On peut également penser à la différence entre parler d'un fédéralisme de coopération versus un fédéralisme de compétition. Est-ce que les intérêts des différentes communautés qui composent notre pays sont fondamentalement contradictoires, divergents, et il s'agit alors de définir un cadre institutionnel qui permet de protéger les intérêts des uns, mais de rendre compte quand même de la position dominante ou majoritaire des autres, et donc de trouver un cadre qui équilibre des intérêts? Ou est-ce qu'il est possible d'avoir un cadre institutionnel qui promeut un fédéralisme de concertation, où à nouveau l'objectif est de chercher un intérêt général qui transcende les différences entre les intérêts des communautés, qui permettrait donc de réconcilier les différentes communautés autour d'un bien commun. Alors, je peux terminer encore par un autre exemple où le choix des mots est encore plus frappant. C'est chaque année, nous sommes amenés à payer des impôts. Mais est-ce que nous remplissons une déclaration d'impôt ou, comme on en parlait peut-être plus au XXe siècle, et encore pas à la fin du XXe siècle, est-ce qu'il faudrait plutôt parler d'une feuille des contributions? En tout cas, c'est le bureau des contributions qui reçoit les déclarations d'impôts.
En fait, parler d'impôt ou parler de contribution, c'est deux cadres conceptuels de vision politique, de représentation du champ politique et du rôle à la fois des citoyens et de l'État qui sont totalement différents. Quand vous parlez d'imposition, on entend bien l'idée que la loi impose aux citoyens de donner une partie de ce qui leur appartient, sans doute parce que cette mutualisation permet d'avoir des services autres, ce n'est pas quelque chose qui est contesté nécessairement, mais c'est vécu comme étant une contrainte, quelque chose qui m'est imposé, qui vient limiter ma liberté. On retrouve tout à fait la terminologie libérale. Si vous parlez de contribution, au contraire, vous n'êtes plus du tout dans le même champ lexical. Vous suggérez que chacun apporte sa pierre à l'édifice, que chacun contribue au bien-être commun, et là en l'occurrence à travers le versement d'une partie de ses revenus. Mais qu'il n'est plus alors quelque chose qui nous est contraint, mais presque une démarche personnelle. C'est la manière à moi que j'ai, c'est en tout cas une des manières que j'ai pour contribuer au bien commun, au bien-être de tous, grâce au financement des services publics et du fonctionnement de l'État que permettent mes contributions. Donc, imposition et un cadre libéral qui se fait entendre à travers ce mot-là, contribution et une terminologie nettement plus républicaine, valorisant la responsabilité de chacun envers le bien-être commun. Et donc, dans un cas, celui de l'imposition, ma liberté est contrainte. Dans l'autre, celui de la contribution, au contraire, par cela même, je réalise ma liberté en montrant que je dépasse mes intérêts sensibles, que j'agis conformément à la raison et que je contribue à l'intérêt général.